Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Node Groups dans Blender. Alors, si vous pensez qu'il suffit de faire CTRL-G, de brancher les entrées et les sorties, bah restez parce que vous risquez d'apprendre 2-3 trucs vachement intéressants quand même. Donc on va garder le cube par défaut dans Blender, on va juste changer d'éditeur et on va se mettre ici dans le shader éditeur. Alors bien sûr ça fonctionne dans d'autres éditeurs qui utilisent des node groups pareils, hein. Je pense clairement aux geometry nodes. Tout ce que je dis ici est applicable aux node groups qu'il y a dans les geometry nodes. Mais je garde le shader éditeur parce que c'est vachement simple pour moi. Je vais sélectionner Principled BSDF. Je vais quand même faire attention dans Edit, Preferences, Add-ons que j'ai le Node Wrangler d'activer. Alors, depuis la version 4.2 de Blender, une partie du Node Wrangler add-on a été fusionnée à Blender. Une partie de ses raccourcis, etc. fait partie de Blender. Même si vous désactivez Node Wrangler, vous les aurez comme avant, comme ce que vous avez avant dans Node Wrangler, ça ferait partie de Blender. Mais ils n'ont pas pu tout fusionner, donc ils ont gardé Node Wrangler sous forme d'add-on quand même, qu'il faut activer si vous voulez avoir le truc complet. On va fermer ça et maintenant on est sûr qu'on peut faire CTRL-T sur ce Principled BSDF pour me faire apparaître les trois nœuds qui sont avant, qui sont déjà présélectionnés. Et c'est vachement bien parce que pour créer un groupe, déjà, un node group, il faut sélectionner les nœuds que vous voulez pour faire partie de votre groupe en fait. Et là vous faites CTRL-G, G comme groupe en fait, et ça va vous créer le groupe et vous rentrez à l'intérieur directement. Donc là vous êtes dans votre groupe de nœuds, c'est pour ça que le Principled BSDF a disparu à côté, ainsi que le Material Output, parce que vous êtes dans votre node group, et c'est ça qui le constitue. Nous, je vous avoue, on se fiche un peu des nœuds qui font partie du groupe, hein, c'est juste pour l'exemple, pour en créer un. Ce qui nous intéresse, c'est le groupe input qui est là, et le groupe output qui est là, qui sont les deux nœuds qui vont lister toutes les sorties et toutes les entrées de votre node group. Quand vous sortirez du groupe et que vous serez vu de l'extérieur, vous allez avoir besoin d'entrer pour brancher en fait des données qui vont vous servir pour faire travailler ces données dans le groupe, et en sortie vous voulez un résultat et il faut des sorties pour les utiliser plus tard. Donc là on est bien sur ces deux nœuds là. Si je clique sur n'importe lequel de ces nœuds ici, je peux ensuite appuyer sur la touche tabulation de mon clavier pour sortir du groupe de nœuds, et là on revient dans notre arbre classique par défaut. Et vous verrez que j'ai mon node group qui est ici, j'ai une sortie mais j'ai pas d'entrée. Pourtant lorsque j'étais dedans, alors pour rentrer c'est pareil, on sélectionne le node group et on clique sur tab. Ici il y a bien un point d'entrée, mais il est grisé, il est vide. En fait, dès que vous avez ce point, vous le retrouvez ici en dessous du color. Pourtant on n'avait qu'une seule sortie tout à l'heure. Ça signifie juste que ce nœud là accepte une extension d'entrée ou de sortie. On peut en créer plus. Et il attend juste qu'on vienne brancher quelque chose dedans pour créer l'entrée. Donc si je supprime par exemple le texture coordinate parce qu'il n'y a pas d'entrée ici, je peux venir prendre le vecteur là et je peux venir le brancher là-dessus. Il va me créer l'entrée vecteur et il décale le point gris en dessous parce que il dit ok, c'est ouvert à plus encore, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc chaque fois que vous avez ça, ça vous permet de vous dire je peux étendre et en faire de plus en plus des entrées ou des sorties. Donc ça c'est vachement pratique. Et maintenant quand je ressors de mon groupe, j'ai bien l'entrée vecteur. Alors c'est un vecteur, hein, donc ça prend trois valeurs, hein, x, y et z. Donc ça c'est normal qu'il y ait ça en dessous. Et j'ai ma sortie qui est là. Parfait, c'est très bien. Je précise que il faut appuyer sur la touche Tab en ayant ça de sélectionné. Bien sûr, ça va fonctionner si je sélectionne un autre nœud ici. Hein. Là, je vais rentrer ou sortir. Mais ça, c'est parce que là, dans mon node group, j'ai des trucs très simples. Mais il est possible dans Blender de créer des node groups dans des node groups. Et vu que la touche tabulation sert à rentrer dans les node groups, comment est-ce que Blender sait, lorsque je clique sur tabulation, qu'il doit rentrer dans le node group qui existe dans ce node group ou qu'il doit sortir du node group? Eh bien, il vaut mieux avoir sélectionné un nœud d'entrée ou de sortie pour que Blender sache, ok, là je veux sortir de mon node group, ou vous sélectionnez le node group qui est à l'intérieur pour que Blender sache que vous voulez rentrer dans ce node group là. Voilà, si vous êtes perdu dans l'inception que ça peut créer, sachez qu'en haut ici vous avez, j'ai oublié comment ça s'appelle, un fil d'Ariane, ouais, je pense, qui vous permet de savoir où est-ce que vous en trouvez. Et si vous vous retrouvez dans Material, c'est que vous êtes vraiment à la source. Donc là, si on remonte en arrière, je suis dans Material, je suis vraiment à la source et pas dans mon node group. Donc ça c'est très bien. On va rester à l'intérieur, parce que là de l'extérieur j'ai un peu tout cité. À la limite je peux vous dire que ici dans Node vous allez pouvoir changer le nom du groupe là, mettre un label, par exemple Toto, hop, et voilà il s'appelle Toto, changer la couleur, mais ça normalement vous savez déjà, j'en ai parlé dans mes quick tips au moins. Donc allez voir mes quick tips, il y a des trucs sympas dedans. Mais sinon on va voir des trucs beaucoup plus intéressants en rentrant à l'intérieur.
Ah, une dernière chose, dans les propriétés, vous pouvez changer le nom du bloc de données que ça représente. Ici, ça c'est le bloc de données de mon groupe de nœuds, parce que comme c'est un groupe de nœuds, ses fonctions en général, on s'en sert pour déjà d'une part nettoyer votre arbre nodal. Si vous avez vraiment un shader editor qui est très complexe avec beaucoup de nœuds partout et tout, le fait de rassembler plusieurs nœuds en un seul, forcément ça simplifie un peu visuellement votre arbre, et donc ça nettoie un peu, c'est plus propre, on s'y retrouve plus facilement. Mais aussi ça permet de créer comme des fonctions ou des outils en gros. Disons que ce groupe de 4-5 nœuds, il me permet toujours de faire la même fonction, la même opération, j'en ai besoin ailleurs. Si je regroupe tout ça en un node group, je peux ensuite dupliquer le node group et réutiliser la même fonction partout sans avoir à recréer et rebrancher les 4-5 nœuds qu'il me fallait pour faire cette opération. Donc c'est aussi pratique de cette manière-là pour gagner du temps. Vous faites une fois un outil, vous avez vraiment pensé votre truc à fond, vous l'avez fait proprement et tout, vous allez voir quand je dis proprement dans la suite de cette vidéo à quoi je réfère, et ensuite vous n'avez plus qu'à dupliquer votre groupe et puis vous en resservir ailleurs, quoi. Donc ça c'est très pratique. Donc ça c'est bien. Mais du coup, comme vous allez faire sûrement plusieurs node groups, parce qu'une fois que vous saurez les faire, ça va vous être utile dans pas mal de situations, vous en aurez sûrement plusieurs dans votre scène, il est quand même vachement pratique de renommer le nom du data block, donc de la base de données ici de votre groupe de nœuds. Donc là, vous pouvez mettre test par exemple, hop, j'appelle ça test, et dans la liste déroulante des différents groupes de nœuds qui existent dans votre fichier, donc soit vous l'avez ici, et vous pouvez changer comme pour des matériaux ou autres, ou alors quand vous faites Shift A et que vous allez dans le groupe, vous allez avoir la liste de tous vos node groups que vous avez créés. Eh bien, il est vachement pratique d'avoir des groupes de nœuds nommés, enfin des blocs de données nommés, comme ça vous savez ce que ça fait en fait, tout simplement, si c'est un nœud bien sûr qui est utile pour vous. Et ça, vous pouvez le renommer soit là-dedans, soit ici. Là, bien sûr, c'est la région N que j'appuie, que j'ouvre et que je ferme avec la région N. Et on est dans l'onglet Node. On va rentrer donc dans ce groupe de nœuds et on va un peu le customiser, ou en tout cas voir comment on travaille avec. Alors, on peut créer des nouvelles entrées soit en les branchant comme ça, soit lorsqu'on va ici, alors pas dans Node ici, mais dans le groupe, parce que nous, on va s'intéresser au groupe, on va pouvoir faire des trucs avec les entrées et les sorties. Avant ça, par contre, on va se concentrer sur les options qui concernent le groupe global, tout le groupe. Vous voyez que vous avez deux sous-onglets ici, là. D'abord, ces groupes. Donc le nom, on a bien vu que... Alors, désolé, je fais des alors qui coupent un peu dans mes phrases, mais je vais séparer ici ma vue en deux. Je vais fermer cette région, et ici, je vais sortir du node group. C'est la même chose, hein, c'est juste que ici, je suis à l'extérieur, et donc je vais voir les répercussions à l'extérieur de mon groupe par rapport à ce que j'aurais fait ici à l'intérieur. Donc peut-être que je vais le réduire un peu, et là, on voit bien mon nœud à sa sortie, enfin, lorsqu'on est à l'extérieur, et ça, c'est on est à l'intérieur du groupe de nœuds. J'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Une fois qu'on est là, donc vous voyez que le nom du bloc de données c'est test, et je l'avais nommé ici, je peux le renommer comme je veux là-dedans. La description c'est très simple, c'est ce qui permet de savoir, voilà, quand je laisse ma souris sur n'importe quelle valeur dans Blender, enfin à 90% dans Blender, si vous laissez votre souris quelque part, il va y avoir un tooltip qui va vous expliquer à quoi sert la fonction sur laquelle vous avez laissé votre souris. Et bien là je peux dire ceci est un test, hop. Et maintenant, quand je suis ici et que je laisse ma souris là-dessus, il va me dire, alors non, sur le groupe de nœuds, ceci est un test. Et comme ça, il y en a beaucoup qui se servent beaucoup de ces tooltips là ici, de ces descriptions, et qui laissent souvent la souris dessus. Donc si vous avez passé ça à quelqu'un et qui se demande, ah tiens, notre groupe il sert à quoi, il passe juste la souris, ah vous avez précisé ça, c'est bien, c'est une bonne communication, et ça permet d'éclairer, d'être plus clair. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr, hein. Il y en a plein qui ne le font pas. Et ensuite, en dessous, vous avez le color tag. Et vous avez sûrement remarqué, en fait, si vous utilisez beaucoup le shader editor, que en fonction du type de nœud avec lequel vous travaillez, vous allez avoir une couleur de bannière qui va être assignée. Là, par exemple, sur les textures d'images, enfin, pas seulement d'images, mais tous les nœuds de texture, elles ont cette bannière un peu marron. Mapping et tout ça, c'est du violet comme ça. Quand vous êtes sur, par exemple, le Principled, c'est un shader editor, un shader node, ça a ce vert un peu clair comparé aux node groups qui ont ce vert un peu plus foncé. Eh bien, les node groups, vu qu'ils peuvent avoir plusieurs utilisations et qu'à la fin, une fois que vous l'avez programmé, que vous avez fait vos nœuds et tout votre tambouille, peut-être que vous vous dites, ok, ce node group, il sert plus dans un cas en rapport avec la couleur ou avec les textures ou avec des shaders ou autre, et peut-être que vous voulez le voir se répercuter dans la couleur de la bannière. Eh bien, ça, c'est ce à quoi sert le color tag qui est ici.
Donc quand vous changez le color tag de none, donc ça c'est vraiment la couleur du node group, vous pouvez mettre en couleur, et là vous allez voir que on a le jaune des nœuds de couleur, donc si je vais dans couleur et machin ici, j'ai le même jaune que ça. Vous allez avoir converter, donc tout ce qui concerne les converters c'est du bleu comme ça, les inputs, je ne vais pas tous les faire, mais par exemple les shaders vous connaissez bien, donc là c'est exactement le même vert que pour mon principal BSDF, texture on l'a vu, on peut le comparer, ça a la même couleur là que là, et voilà, donc là c'est facile pour vous de rechanger votre couleur. Ça c'est vraiment si vous êtes habitué au shader editor et aux différentes couleurs de type de texture et tout, ça peut être pratique. Et puis on a fini pour toutes les valeurs du groupe et on va rentrer dans tous les sockets. Donc les sockets, c'est un anglicisme que je vais souvent faire, hein, j'imagine, parce que c'est facile, un socket ça comprend à la fois les entrées et les sorties, mais c'est ça, ça veut dire entrée, sortie, enfin c'est les petits points que vous avez en entrée ou en sortie. Et c'est juste qu'en anglais, le mot socket rassemble tous les points en entrée ou en sortie, alors qu'en français, on est obligé de dire « Ah, c'est les valeurs d'entrée, c'est les valeurs de sortie, les points d'entrée, les points de sortie, bref. » Donc, il est possible que je dise socket, pour moi, c'est plus simple. Et vous avez une liste en dessous de toutes les entrées et sorties de votre groupe de nœuds. C'est simple pour savoir si c'est une sortie ou une entrée. Vous voyez de quel côté se trouve le point de couleur. Bien sûr, à gauche, c'est pour l'entrée, à droite, c'est pour la sortie de notre nœud. On peut rajouter des nouvelles entrées ou sorties en cliquant sur le plus et en précisant si c'est un input. Donc in, c'est pour dedans, rentrer quoi. Input et output, c'est sortie. Out, c'est la sortie en anglais, donc c'est pour sortir. Et vous pouvez aussi créer des panels, on voit ça dans 2 secondes, mais j'en ai parlé déjà dans un quick tips sur ma chaîne. Donc voilà, on peut créer donc des entrées et des sorties en cliquant, en sélectionnant ces trucs là. On peut aussi créer des entrées ou des sorties en branchant dans ces espèces de sockets gris qui sont là. Vous voyez que pour l'instant il est vide, il n'y a pas de nom à côté, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait deux sorties ici à ce nœud, sauf qu'en fait non, il n'y a qu'une seule entrée à mon autre groupe là. C'est parce que Blender nous invite à en créer plus. Il dit ok, ce nœud là il permet d'être étendu et d'avoir autant de sorties que vous voulez. Il suffit juste de les brancher ou de les créer en passant par là. Et historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on branchait ici on trouvait un nœud qui avait le bon type d'entrée ici pour les brancher dans la sortie de ce nœud-là. Comme ça, si on voulait ici une entrée de couleur, on pouvait prendre quelque chose qui était en jaune et venir le brancher pour que Blender crée ici une valeur, une sortie jaune. Et gris, s'il voulait un truc gris, et ensuite on les coupait, on les sabrait, ça y est, on n'a pas besoin, mais par contre ici il m'a créé des entrées dans mon groupe qui étaient du bon type en fait, de ce que je voulais, color et facteur. Ça maintenant vous n'êtes plus obligé de faire cette astuce là, parce qu'il faut connaître les bons types de nœuds à rajouter dans votre scène pour avoir les entrées que vous voulez et les bons types. Vous n'êtes plus obligé de faire ça parce que maintenant, quand vous sélectionnez n'importe quel, par exemple je sélectionne mon entrée vecteur, je peux dire je veux plus un vecteur mais je veux changer le type, c'est précisé ici. Vecteur, je peux changer ça en booléen. Alors le booléen c'est des entrées en oui, non en fait, c'est 1, 0, c'est blanc, c'est noir, enfin bref, c'est des valeurs binaires. Ensuite, vous allez avoir le vecteur, donc c'est 3 valeurs, x, y et z. En général, c'est pour des positions, c'est pour d'autres choses, pour des directions et tout. Vous allez avoir quoi d'autre? Integer, c'est l'anglais pour les entiers. Int ou integer, c'est l'anglais pour dire entier. Donc ça veut dire que vous allez avoir des entrées sans virgule, hein, c'est pas des nombres flottants, c'est pas des décimales, c'est vraiment des entiers. Donc là, si je passe avec la souris, c'est 1, 2, 3, 4, pas de virgule quelque chose. C'est très pratique. Avant, j'avais besoin d'avoir un add-on qui me permettait d'avoir accès à ce type de socket. Donc c'est très bien qu'aujourd'hui ça soit intégré dans Blender. Vous avez aussi des shaders, bien sûr, vous connaissez, c'est en vert. Et vous avez la couleur à chaque fois qui soit assignée aux différents types. Le float, là par contre, on est sur des nombres flottants, donc des décimales, des nombres à virgule, quoi. Que vous connaissez bien. Et color, qui est donc un vecteur aussi, constitué de rouge, vert et bleu, mais ils l'ont séparé du vecteur parce que là, on peut, au lieu d'avoir la séparation des 3 trucs, on peut directement avoir la couleur, la roue des couleurs qui est là. Donc, comme visuellement, c'est représenté différemment, eh bien, ils l'ont séparé dans un type différent. D'ailleurs, même la couleur du socket est différente, elle est jaune, alors que le vecteur, c'est violet. Donc voilà, je vais changer de type pour, je sais pas moi, integer par exemple, parce que on va voir les options qui sont en dessous.
Alors, description, c'est pareil que la description dont je vous ai parlé avant ici. C'est pour marquer quelque chose qui permettra, lorsque l'on passe la souris sur l'entrée, de pouvoir dire, donner des informations dessus. Pour l'instant, par défaut, tout ce qui donne comme information, c'est la valeur du socket, qu'est-ce que pour l'instant il retourne, et son type. Donc 0 parce que c'est une valeur de 0, et le type integer parce que c'est un entier. Et integer, c'est le mot anglais pour entier. Mais si je mets une description ici et que je mets, qu'est-ce que je vais dire, vecteur, bah non, je vais pas dire, donc ceci est un autre test. Ok, bah maintenant quand je passe ma souris ici, j'ai ceci est un autre test, point, le nombre et le type, enfin la valeur et le type. Donc très bien. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller à ce point-là dans la précision du nettoyage de votre shader, mais vous avez la possibilité et dans certains cas, c'est utile, donc utilisez-le quoi. C'est bien, ça rend les choses vachement plus claires. Il y a plein de gens qui se servent de ces tooltips là, de laisser là-dessus, tu vois, là, sur saturation, ils me disent ok, la valeur de 0, enlève la couleur de l'image, tout ça, bref, ils donnent des explications sur plein de valeurs dans Blender. En dessous, vous avez un sous-type. Parce qu'en fait, en fonction du type que vous avez précisé ici, Blender peut le considérer de différentes manières. Donc, pour des valeurs d'entier, par exemple, Blender, soit il dit, OK, je vous mets juste l'entier par défaut, il n'y a rien, soit je le considère comme un pourcentage, et dans ce cas-là, il va changer et il va bien vous afficher le pourcentage ici. Ça, encore une fois, c'est de la communication. Donc, quelqu'un qui se sert derrière de votre nœud, de groupe de nœuds, qui n'a pas besoin de rentrer dedans, qui a juste les valeurs de l'extérieur, il sait qu'ici, il est en train de travailler sur un pourcentage. Juste le fait d'avoir affiché le pourcentage. Ou d'un facteur. Et alors, ah tiens, il me semblait que ça me faisait une barre au milieu comme on voit des facteurs d'habitude. Ah, peut-être que c'est parce que je suis sur un entier. Si je vais sur float par exemple, bah voilà, sur float, lorsque je vais changer en facteur, là il me met la barre qui permet de varier. Et c'est souvent quand on voit un facteur dans Blender, c'est de cette manière-là qu'elle est représentée. Et vous voyez que là, par exemple, j'ai changé de type, et pour des valeurs, décimales, Blender a beaucoup plus de types différents qui vous donnent à sa disposition. Angle, par exemple, ça met les degrés. Et on sait qu'on travaille sur des angles. Donc voilà, c'est quand même vachement pratique d'avoir ça. Encore une fois, c'est de la communication. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'aime bien créer des groupes de nœuds qui soient passer du temps à le faire, mais il est bien propre, il est bien fait, vous n'avez plus qu'à le dupliquer pour s'en servir derrière, vous êtes bien content d'avoir quelque chose qui a été bien crafté, tu vois, bien précis et tout. Et ça continue parce que ça s'arrête pas là. Ensuite, vous pouvez définir la valeur par défaut de votre valeur. Et donc ils mettent toujours 0 par défaut, mais si vous voulez que ce soit pas 0 la valeur par défaut, mais alors on va se remettre sur par exemple, ouais, un float c'est très bien, mais pas en angle, on va se mettre en none. Si vous voulez que la valeur par défaut soit 0.5 par exemple, eh bien vous pouvez le préciser ici, parce que c'est entre 0 et 1, et vous voulez pile la moitié entre 0 et 1, j'en sais rien pour quelle raison, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez créer le groupe de nœuds par défaut, c'est-à-dire que là, si je viens le retrouver dans Shift A, Group, Test, hop, par défaut, il va me mettre 0.5, parce que ce sera la valeur par défaut. Là, il n'a pas mis à jour comme ça, c'était 0, il l'a laissé à 0, mais il sait que à chaque fois que vous allez recréer le nœud, eh ben, la valeur par défaut que vous voulez avoir, vous, c'est 0,5. Autre chose, c'est que lorsque vous réinitialisez la valeur de votre nœud, vous savez que, alors pas pour les node groups complètement, mais pour chaque valeur de vos node groups, si vous laissez votre souris sur la valeur et que vous faites la barre de retour en arrière, c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche entrée de votre clavier. C'est une longue touche avec une flèche qui va vers la gauche. Si vous appuyez là-dessus avec votre souris sur une valeur, eh bien ça réinitialise la valeur. Et donc là, comme ça la réinitialise, ça lui remet la valeur par défaut. Et donc la valeur par défaut, je l'ai définie ici, c'est 0,5. Alors bien sûr, lorsque je réinitialise ma valeur, il me remet ça à 0,5. Ça, c'est très pratique. Et sachez que ça, donc ça ne fonctionne pas sur tout le nœud lorsque c'est un node group, mais si c'est un nœud qu'importe dans Blender, ça, là, le Hue, Saturation et Value, c'est un nœud qui est disponible partout ici, là. Vous pouvez changer les valeurs, là, on va mettre n'importe quoi, et venir sur le nœud global, faire la barre de retour, là, et hop, il me remet toutes les valeurs par défaut. Et il me réinitialise mon nœud. Ça, c'est un quick tips dont j'ai peut-être déjà parlé dans les quick tips d'ailleurs. J'ai pas une mémoire absolue de tous mes quick tips, il y en a beaucoup, mais j'en ai peut-être déjà parlé. Bref, c'est vachement pratique de pouvoir réinitialiser comme ça. Et là, si vous mettez juste sur la souris sur une valeur en particulier, il va réinitialiser que cette valeur-là. D'où l'importance d'avoir cette valeur défaut qui est ici.
Et en dessous, vous pouvez aussi définir des limites. Dire que le minimum pour cette valeur-là, je ne veux pas que ce soit inférieur à 0, donc je mets 0 en minimum. Et la personne qui utilisera la valeur derrière ne pourra pas descendre en dessous. Là, si je descends, pouf, je suis limité en 0. Même si je rentre manuellement une valeur qui est de moins 2, par exemple, hop, je peux overrider ces valeurs-là en cliquant et en rentrant manuellement dedans. Bon, ben c'est bon à savoir. Mais sachez que manuellement comme ça, normalement, je suis limité et je ne peux pas descendre en dessous de 0. Et je peux rentrer aussi une valeur max en infini et dire que je ne veux pas que ce soit au-dessus de 10, par exemple. Et là, la personne ne pourra pas slider la valeur, la draguer là, au-delà de 10. Et donc c'est encore une fois vachement pratique. Je pense notamment lorsqu'on fait des node groups en geometry nodes. Donc si vous n'êtes pas dans les shaders, hein, en geometry nodes, vous allez normalement constituer des systèmes qui vous permettent de gérer par exemple le nombre de... imaginons vous faites une roue de vélo et vous voulez gérer le nombre de... comment on appelle ça? Les barres dedans. Ça a un nom, des baleines, je pense, ça s'appelle des baleines. Vous voulez gérer le nombre de baleines de votre roue, vous allez dire, ok, bah, il y a une valeur où l'utilisateur peut régler le nombre de baleines de la roue, mais vous voulez pas qu'il y en ait moins de 5, disons, et pas plus de 50, je dis au pif, hein. Et bien vous pouvez fixer des limites ici. Et comme ça, vous savez que derrière, l'utilisateur, il va pouvoir jouer sur des valeurs qui sont cohérentes et qui ne vont pas casser tout votre système. Ça a beaucoup de valeur. Et ça fonctionne donc en Geometry Nodes très bien. Vous voyez, là on rentre de plus en plus en pleine précision et ça vaut le coup en fait de passer un peu le temps à créer votre node group de manière très précise comme ça. Et dernière fonctionnalité qu'on voit ici, c'est le hide value, parce que là donc quand on est extérieur de notre nœud, on voit donc le socket d'entrée, le nom du socket et la valeur qui lui est assignée qu'on peut manuellement changer. Mais si vous voulez pas que la personne ait accès à pouvoir changer manuellement la valeur et on le force à rentrer quelque chose là-dedans, dans le socket, on peut cacher la valeur et n'avoir que le nom de visible. Voilà, à vous de voir. Des fois, vous pouvez vous dire, ok, c'est plus propre de voir le nœud comme ça. J'ai pas besoin que la personne ait une valeur ici à rentrer. Je veux juste qu'il branche quelque chose dedans. Typiquement, c'est ça que je cherchais comme mot. Typiquement, moi, je m'en sers de ce hide value lorsque j'ai le type color des fois. J'ai pas vraiment envie de pouvoir choisir la couleur. Je sais que je vais vouloir rentrer une texture par exemple là-dedans et que j'ai pas envie d'avoir une couleur unie. Ça sert à rien d'afficher tout le bloc de couleur en dessous comme ça. Donc je le cache, c'est plus propre et j'ai juste le nom. D'ailleurs le nom, je vous en ai pas parlé je pense, mais si on double-clique ici, je peux mettre n'importe quel nom, hein. Je peux mettre mon nom, hop, et il va le mettre ici à jour et c'est très bien. J'ai à peu près tout dit. Si vous voulez réorganiser l'ordre, vous pouvez drag ici, cliquer et déplacer pour réorganiser l'ordre de vos entrées ou de vos sorties. Quand je fais plus, je l'ai mentionné en début et j'en ai parlé dans un quick tips, mais aussi vous avez les panels qui existent. Donc en créant un nouveau panel, il va vous le créer en dessous de vos entrées là, et ça va concerner les entrées plus que les sorties. Vous pouvez mettre vos sorties dedans, mais ça va quand même apparaître en dessous ici et c'est pas très très lisible. Mais vous pouvez mettre vos sorties dedans. Il suffit pour les entrées ou pour les sorties en fait de cliquer, drag et déplacer à l'intérieur pour pour rajouter en fait vos entrées ou vos sorties dans votre panel. Et là, le panel sera affiché, parce que quand il était vide, il n'apparaît pas ici, mais dès que vous avez rentré des valeurs à l'intérieur, il apparaît ici, et vous pouvez le fermer ou l'ouvrir. L'exemple typique des panels utilisés en Shader Editor, c'est le Principal BSDF qui est à côté, qui par défaut devrait ressembler à ça, mais grâce au panel, lorsque vous l'affichez, vous le créez, il ressemble plus à ça. Et c'est vachement pratique parce qu'en plus, le Principal BSDF, il a ces valeurs-là qui sont accessibles par défaut, qui sont visibles comme ça par défaut. C'est celles dont on a le plus besoin. Enfin, je veux dire même juste Base Color, Roughness et Normal, pour moi, c'est les trois qui sont vraiment les plus utilisés. Metallic, c'est bien de l'avoir, l'index de réfraction aussi et Alpha éventuellement, mais c'est vraiment celle-là dont on a le plus besoin, Base Color, Roughness, c'est normal. Après, tout le reste, Subsurface, le Sheen, Emission, tout ça, c'est beaucoup plus rare de s'en servir, donc c'est bien qu'il les ait cachés dans des tabulations. Dans des panels, pardon, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Bien sûr, le panel, on peut le renommer. On double-clique ici, et pareil que pour les noms de vos entrées et sorties, on peut renommer les panels, il n'y a pas de souci. Et en plus, lorsque vous fermez le panel, par exemple, et si vous draguez ça ici, en fait, vous voulez le mettre en dessous, il va le préciser. Vous voyez le tooltips, la description, il me dit insert after panel. Donc ça veut dire après le panel.
Donc là, c'est pas possible parce que il n'y a pas plusieurs panels. Je pense que là, le panel, s'il y a juste cette configuration-là avec une couleur et un panel, et bien, enfin une couleur, je veux dire, une entrée unique et le panel, il va privilégier mettre les entrées uniques au-dessus, toujours, et de finir par les panels. Mais je me dis que s'il y a plusieurs panels, par exemple, il peut vouloir dire, ok, celui-là, est-ce que je veux le mettre soit dedans, insert into panel, et vous voyez la description, soit si je descends un peu, hop, il change la description, il dit after le panel, et là, il me permet de les inverser et de le mettre en dessous. Mais faites attention à la description qui est marquée pour savoir si vous êtes dedans ou en dessous, ou au-dessus, voilà. Ça, c'est vachement intelligent d'avoir fait ça, parce que souvent, c'est le genre de situation où on se trompe et on fait mal les choses, quoi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Là, si je vais changer de type booléen, là on a toujours description, j'en ai parlé, default, hide, vector. On n'a pas beaucoup plus d'options ici différentes. Je suis passé sur toutes les options, je pense, qui sont possibles dans tous les types. Et j'ai fait le tour un peu complet de ça. Je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais pu oublier comme info sur tout ça. Tac, tac, tac. Je pense que j'ai tout dit. Si je reviens en arrière ou si je reviens ici, que je fais un clic droit, vous pouvez mark ça as asset et vous pouvez le ranger dans votre librairie d'assets de asset browser de Blender, ce qui permettrait de le retrouver, de le réutiliser, de le rebrancher, enfin faire rentrer dans vos scènes par la suite. Pareil, si vous avez ouvert une scène par défaut de Blender, que vous connaissez un peu vos node groups, imaginez que vous avez fait des node groups qui sont vachement utiles, des outils voilà, que vous voulez réutiliser plus tard. Vous avez passé du temps à bien les faire, vous pourriez vous dire, ok, je les veux aussi par défaut dans Blender lorsque j'ouvre Blender. Soit vous passez le temps, vous prenez le temps un jour d'ouvrir un Blender vierge, vous venez juste d'ouvrir Blender, vous ne changez pas l'interface, enfin vous allez juste dans le shader editor, vous recréez tous vos node groups bien, et ensuite vous remettez tout bien comme Blender est par défaut, c'est-à-dire vous déjà vous enregistrez, on va le faire. Regardez, je viens de créer ce node group qui est bien, et j'ai touché à rien d'autre dans Blender en fait. Je suis allé directement dans le shader editor, j'avais pas touché à rien lorsque j'étais dans le 3D viewport. Ah si, j'ai scindé la vue en deux. Bref, c'est tout ce que j'ai fait. Donc on va remettre la vue normale. Donc ça, c'est comme si j'avais ouvert Blender par défaut. Pour vous, c'est la même chose, sauf que moi, j'ai mon truc ici pour mon visage. Et j'ai juste changé, je suis allé dans Shader Editor. Là, j'ai fait des trucs, j'ai créé mon node group que j'aime bien. Ça, je m'en fiche, je vais le supprimer. Je fais attention à cliquer sur le bouclier pour dire qu'il y a un utilisateur fictif qui a été créé pour ce node group, comme ça même si je le supprime, il est enregistré, il est bien, si j'enregistre ma scène et que je ferme Blender, il ne va pas être supprimé, quoi. Et je peux supprimer mon matériau. Ok, donc là je suis vraiment dans Blender par défaut. Une fois que j'ai fait tout ça, donc ce qui était important c'était de noter qu'il fallait créer un utilisateur fictif pour le node group que vous avez créé. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez supprimer votre node group, vous pouvez supprimer le matériau pour être vraiment à jour sur un Blender vierge, quoi, par défaut, revenir sur le 3D viewport, comme si vous venez d'ouvrir Blender. Et là, vous allez faire File, Default, Save Startup File, donc ça va enregistrer tout Blender tel qu'il est maintenant, avec ses données et tout ça, y compris le node group, donc je le fais, Overwrite, pouf. Et maintenant, normalement, lorsque je fais File et que je fais, j'ai pas Recover, mais New General, ou si vous réouvrez un Blender, vous pouvez le fermer et le réouvrir, vous allez normalement dans le Shader Editor, vous allez créer un nouveau matériau, et lorsque vous faites Shift A dans Group, vous allez avoir votre group test qui existe, qui est là. Ou alors, au lieu de créer un utilisateur fictif comme on l'a fait tout à l'heure avec le bouclier là, vous pouvez vous dire ok, j'avais créé mon node group, d'ailleurs je vais le mettre dans la scène, je vais clic droit ici sur le data block, et c'est le data block ici que je vais mark as asset, donc qui fait partie de votre collection d'assets. Dans ce cas-là, une fois que ça c'est fait, c'est très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pouvez, à chaque fois que vous l'avez fait, et je vous invite d'aller voir ma vidéo sur l'asset browser de Blender et comment bien ranger vos assets, comment bien faire un fichier Blender spécifique pour ça, etc. Il y a quelques petits trucs à savoir sur tout ça. Donc la vidéo est un peu longue, mais elle rentre en détail dans toutes les explications de comment bien setuper vos assets. Donc allez voir ça. Peut-être que je mettrai en description si... oui, je mettrai ça en description, il n'y a pas de souci. Et peut-être même vidéo épinglée, si j'y pense. Et une fois que vous avez ça de bien seté,
eh ben vous pouvez vous arrêter là, et en fait, au lieu d'avoir votre node group qui sera ici dans Shift A group machin, vous l'aurez dans votre asset browser. Vous ne pourrez plus qu'à ouvrir une fenêtre et mettre asset browser et avoir ici dans tout ça votre node group que vous pourrez drag and drop pour le mettre dans votre scène. Ok, ça c'est possible aussi. Mais imaginez du coup si vous aviez déjà changé trop de trucs dans votre interface et que c'est trop difficile pour vous de retourner sur un Blender vierge par défaut, comme je l'ai fait tout à l'heure, bah, passez par l'étape, je mets dans l'asset browser, ensuite vous ouvrez un Blender par défaut vierge, vous allez juste dans le shader editor, vous drag and droppez ici pour avoir votre truc, et vous faites la manip, je crée le bouclier, et je remets tout Blender par défaut, et ensuite je save startup file. J'espère que là, enfin je sais que je parle et je l'explique oralement, j'espère que dans votre set vous arrivez à suivre en fait les démarches en fait, plutôt que de le faire. Voilà, donc c'est tout. Ça, c'est pour permettre d'avoir le node group qui soit accessible tout le temps, en fait, à volonté. Et j'espère que vous avez bien suivi là-dessus. Sinon, bah, je sais que de toute façon, dans la communauté que j'ai, en tout cas, souvent les gens ils mettent en commentaire quand ils comprennent pas, donc et j'explique après. Ça, c'est vachement bien d'ailleurs que vous n'hésitez pas à poser vos questions, à critiquer et tout, tant que c'est constructif, bien sûr. Hein. Mais c'est très bien. Continuez, et puis même les encouragements, ça fait plaisir aussi. Bref, je pense que pour moi c'est tout et que j'ai tout dit là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, enfin, vous savez, en fait, j'aime pas trop dire tout ça, mais c'est juste pour le référencement et faire grandir la chaîne, en fait, pour que ça compte énormément. De toute façon, tous les youtubeurs, tous les autres créateurs de contenu, ils le disent, ils vous l'expliquent, donc vous le savez très bien. Et bien sur ce, j'espère que le tuto vous a plu, que vous a appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine. Salut!